Bonjour, nous revoilà pour ce cours d'économie à destination des terminales STMG. Ce chapitre donc porte sur les instruments de politique économique conjoncturelle. On a vu dans la vidéo précédente donc quelles pouvaient être les situations économiques actuelles, savoir dépression, stagnation, expansion et récession. On a vu un petit peu quelles étaient les caractéristiques de chacune de ces phases. Aujourd'hui donc, quel rôle pour la politique monétaire? Autrement dit, à quoi ça sert? On va voir d'abord l'organisation de l'Europe monétaire et ensuite le fonctionnement de la politique. L'Europe monétaire d'abord, la partie géographique on va dire, et le fonctionnement dans un deuxième point. On commence tout de suite avec un grand A, donc l'organisation de l'Europe monétaire. Première question, donc qu'appelle-t-on la zone euro? Vous avez pour ça un document, le voici. Alors, ce document, je le lis en même temps, hein, c'est marqué donc le traité sur l'Union européenne, dit traité de Maastricht, signé le 7 février 92, a créé l'Union économique européenne, ce qu'on appelle maintenant donc l'UEM, l'Union européenne et monétaire. Trois étapes doivent conduire à cette union. La troisième étape de l'Union économique et monétaire, on vous dit, verra la création de la monnaie unique, l'euro, gérée par une banque centrale européenne indépendante, la BCE, qui définira la politique monétaire de l'Union. La Grande-Bretagne, hostile, on vous dit, à cet abandon de souveraineté, a obtenu de rester à l'écart de l'Union européenne et monétaire. Alors non seulement maintenant ils étaient à l'écart, donc à partir du traité de Maastricht, ils étaient à l'écart de l'Union européenne et monétaire, mais là maintenant ils en sont définitivement sortis. Ensuite, vous avez donc une petite carte, hein, ici, hop, petite carte de l'Union européenne, donc l'Union, on parle d'Europe économique ici, vous voyez bien les pays qui ont adopté l'euro comme monnaie, l'Angleterre, donc le Royaume-Uni n'en faisant pas partie. Question, donc qu'appelle-t-on zone euro ou eurozone? C'est la même chose. Alors cette zone euro, cette eurozone, il s'agit tout simplement donc de l'ensemble des pays qui ont l'euro comme monnaie, tout simplement. Donc tous les pays faisant partie de l'eurozone utilisent l'euro comme monnaie. L'eurozone, on vous dit qu'elle compte 19 pays à ce jour. 19 pays font partie de l'eurozone. Donc je vous rappelle quand même qu'il y a actuellement 27 pays, l'Angleterre n'en faisant plus partie, il y a 27 pays qui constituent l'Europe. 19 de ces 27 pays ont adopté l'euro comme monnaie. Question 5. L'Europe monétaire se confond-elle avec l'Union européenne? L'Union européenne, c'est 27 pays. L'Europe monétaire, ce sont tous les pays qui adoptent l'euro comme monnaie. Autrement dit, on l'a vu précédemment, c'est 19 pays. Par voie de conséquence, donc, l'Europe monétaire et l'Union européenne ne sont pas une seule et unique dénomination. Ce sont vraiment deux choses différentes. Donc on ne doit pas les confondre. 19 pays pour l'Union monétaire, pour l'Europe monétaire, 27 pour l'Union européenne. Donc là, le petit détail, certains pays, on vous dit, sont membres de l'Union européenne, mais ne font pas partie de la zone euro. Autrement dit, encore quelques pays qui n'utilisent pas l'euro comme monnaie. Vous avez le cas notamment Bulgarie, Croatie, République tchèque, etc. Question 6. Qui décide de la politique monétaire européenne? Alors, cette politique monétaire européenne, elle est définie par la Banque centrale européenne, donc par la BCE, et on vous le dit, c'était écrit dans le petit document, elle décide de manière totalement indépendante de la politique monétaire européenne, indépendante par rapport aux différents États qui composent. Donc on vous dit, les États ont perdu tout pouvoir sur la monnaie. La création de monnaie, autrement dit la création des euros, que les pièces, les billets, donc de la masse monétaire en euros, dépend totalement maintenant de l'Union européenne. On passe à la suite. Question 7. On a un document à lire. On rejoint le document tout de suite. Je vous le mets. Alors ce document,
il s'agit en l'occurrence donc des, alors non pas des missions, si des missions donc de la Banque Centrale Européenne. L'objectif, on vous dit, de la BCE, c'est de maintenir la stabilité des prix, d'éviter l'inflation. Stabilité des prix, inflation, ça va de pair, on y viendra juste après. Les prix à la consommation ne doivent pas progresser de plus de 2% par an dans la zone euro. Au-delà, on considère que l'on va être sur de l'inflation. La BCE définit et met en œuvre la politique monétaire de l'Union en toute indépendance des gouvernements. C'est ce que l'on a vu à la question précédente. Elle peut aussi apporter son soutien aux politiques économiques générales de l'Union tout en respectant son objectif principal. Autrement dit, la BCE a quand même la possibilité d'intervenir pour un pays en particulier plus que pour l'ensemble des autres pays. Néanmoins, elle doit respecter son objectif principal. L'objectif principal, maintenir la stabilité des prix, éviter l'inflation. Question ? Quel est l'objectif principal de la BCE? On vient de le voir, maintenir la stabilité des prix et éviter l'inflation. Les prix à la consommation, on vous dit, ne doivent pas augmenter de plus de 2%. Ça, c'est vraiment l'objectif que se fixe la BCE, donc l'Union européenne, et monétaire surtout. Question 8. Les gouvernements des États de la zone euro peuvent-ils influencer la politique monétaire? À partir du moment où la BCE est totalement indépendante, agit de manière indépendante, a priori, il ne peut pas y avoir d'influence de la part de ces États. Donc non, la BCE est une institution indépendante des États. Par conséquent, elle ne peut normalement être influencée par les différents gouvernements. Alors, elle ne peut normalement être influencée par ces gouvernements. Il faut savoir que ceux qui gèrent finalement la BCE sont quand même nommés par les différents gouvernements, suivent les politiques locales. Être totalement indépendant, en théorie, oui. En pratique, on peut toujours se poser la question. En théorie, la logique voudrait que les dirigeants de la BCE, les têtes de la BCE, dirigent l'Europe monétaire comme un seul pays et non pas en tenant compte des différentes particularités de chacun des pays. Ça, ce serait la théorie. En pratique, on l'a vu précédemment, la BCE peut accorder quelques mesures spécifiques à certains pays. On passe à la suite. Grand B, le fonctionnement de la politique monétaire. Pour cela, donc, encore une fois, un petit document. Hop. Alors, document, l'outil du taux d'intérêt directeur, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez le document, je vous laisse le lire, vous mettez en pause. Dès que vous avez fini la lecture, vous reprenez la vidéo. Fin de la lecture, on va donc pouvoir répondre aux questions. Première question, quels peuvent être les deux objectifs de la politique monétaire? Alors, ces objectifs de la politique monétaire sont d'une part donc la croissance économique et la maîtrise de l'inflation. On revient un petit peu sur ce que l'on a dit précédemment. L'idée donc faire croître le pays, l'augmentation donc du PIB, la croissance de l'Europe en règle générale, et maîtriser l'inflation. On va voir aussi quel est le lien entre croissance économique et inflation. Vous allez voir que ça va très très vite. On peut très difficilement gérer une croissance économique énorme sans avoir un risque d'inflation. Question 10. Comment le taux de refinancement influence-t-il les taux d'intérêt demandés par les banques commerciales aux agents économiques? Alors pour comprendre un petit peu cette question, c'est assez simple. Essayez d'imaginer encore une fois la loi de l'offre et de la demande, cette notion de rareté. Plus une chose est rare sur le marché, plus elle devient chère. Ici donc, c'est exactement le même principe. Vous êtes un particulier, vous voulez de l'argent. Vous allez voir une banque. Si cette banque a une somme de liquidité importante à vous prêter, elle peut vous le prêter. Elle va même essayer de prêter la totalité de ses liquidités pour pouvoir les faire fructifier. À chaque fois qu'elle prête de l'argent, vous lui payez ce prêt d'argent grâce notamment au taux d'intérêt. Donc l'idée, ça va être d'écouler systématiquement les liquidités. Donc
plus il y aura de liquidité, plus les banques vont chercher à l'écouler et donc plus les taux vont baisser. À partir du moment où ces banques auront moins de liquidité, pour les prêter et donc satisfaire la demande, on va augmenter justement les taux. Plus les taux seront élevés, moins la demande sera importante. Essayez d'imaginer, on vous demande à vous, voilà, je vous prête votre argent et je vous la prête par exemple à 3%. Vous considérez que 3% c'est très bien. Ok. Maintenant, deuxième cas de figure, on sous-entend que la banque ait moins de liquidité à disposition. Vous avez toujours besoin de liquidité, mais la banque, en ayant moins, la banque va augmenter son taux d'intérêt. Elle va dire, voilà, maintenant je vous prête la somme d'argent, mes liquidités, mais cette fois je ne les prête pas à 3%, mais je vais plutôt les prêter à 6%. J'en ai moins. Si je veux avoir à peu près le même rendement, je vais augmenter le taux. Alors si j'augmente le taux, ça veut dire que moi, client, je vais devoir payer plus cher. Et bien si je paye plus cher, automatiquement, je vais attendre. Je ne vais pas demander à payer 6% plutôt. Je vais attendre que les taux éventuellement baissent. Donc la demande de la part des emprunteurs va être plus faible. Voilà comment on va gérer un petit peu ce crédit. Ici, c'est exactement le même principe. Sauf que l'on monte à l'étage du dessus. Donc comment le taux de refinancement influence-t-il les taux d'intérêt demandés par les banques commerciales? Le principe, il est là. On vous dit les banques commerciales vont répercuter aux agents économiques les taux d'intérêt demandés par la banque centrale. La banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Si la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales à un taux par exemple de 5%, les banques commerciales vont prêter cet argent à un taux qui forcément dépassera les 5%, le taux auquel eux, ils touchent l'argent, mais en plus, il va falloir avoir une certaine marge commerciale, il va falloir faire des bénéfices. Par conséquent, la banque commerciale va augmenter automatiquement ses taux. Donc, conclusion, si ces taux sont forts, donc si le taux de refinancement de la BCE, si les taux sont forts, les taux pour les clients des banques seront automatiquement forts. Si jamais la BCE prête de l'argent à un taux faible, les clients vont bénéficier cette fois d'un taux beaucoup plus faible, autrement dit de conditions plus avantageuses. On passe à la suite. Compléter le schéma. Alors ce schéma, le voici. Si il y a une baisse des taux directeurs de la BCE, d'après vous, est-ce que les taux d'emprunt des banques commerciales vont monter ou vont descendre? On l'a dit, si la BCE baisse ses taux, les banques commerciales vont répercuter et donc vont diminuer leurs taux. S'il y a une baisse des taux d'intérêt, les demandes de crédit vont forcément, elles, augmenter, étant donné que le crédit coûte moins cher. Si l'augmentation des crédits augmente, la consommation et l'investissement, lui aussi, va augmenter, étant donné que les personnes sont prêtes à acheter, à faire des crédits. Donc ils vont forcément augmenter leur consommation. Et s'ils augmentent leur consommation, automatiquement il y aura plus de production, nécessité en tout cas de produire. Par conséquent, ça va stimuler l'économie. Autrement dit, une baisse des taux directeurs de la BCE va entraîner une baisse du taux d'emprunt dans les banques commerciales et donc une hausse des demandes de crédit, une hausse de la consommation et donc une stimulation de l'économie. Question 12. Quel peut être le risque lié à la stimulation de l'économie? Alors ça paraît bien de stimuler l'économie. On achète, toutes les entreprises vont produire pour satisfaire cette fameuse demande, vu que maintenant on a la possibilité de se procurer de l'argent à moindre coût, donc on achète. Mais alors si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. C'est donc qu'il y a des risques. Quels sont ces risques? Eh bien ce risque, c'est un risque d'inflation. Pourquoi risque d'inflation il est là. Pourquoi un risque d'inflation? Tout simplement parce qu'à partir du moment où les Français, je vais prendre le cas de la France, où les Français ont plus d'argent, ils vont pouvoir consommer plus. Et s'ils consomment plus, les entreprises vont devoir produire plus.
Seulement, les entreprises, elles ont deux possibilités. Pour satisfaire la demande, soit, en effet, elles augmentent leur capacité de production, elles peuvent très bien embaucher, augmenter leurs investissements pour produire davantage de biens et satisfaire la demande des clients. Les entreprises ont aussi la possibilité de dire, bah voilà, j'ai des produits à vendre, j'ai des personnes qui veulent me l'acheter, et ben je vais monter mes prix. Les personnes ont de l'argent, ils vont me l'acheter quand même. Il y a trop de personnes qui ont de l'argent, ils vont me l'acheter. Ce qui fait qu'en augmentant les prix et en augmentant régulièrement les prix, on va avoir une hausse généralisée des prix, et cette hausse généralisée des prix, ça s'appelle l'inflation. Question 13. Quel serait l'objectif d'une hausse des taux directeurs? Autrement dit, si la BCE augmente ses taux directeurs, quelles vont en être les conséquences? Si on a une hausse des taux directeurs, on peut logiquement prévoir que les banques commerciales vont diminuer leurs dépôts, ou vont augmenter en tout cas leurs taux. S'ils augmentent leurs taux, moins d'emprunts. Et s'il y a moins d'emprunts, automatiquement, on aboutira à une baisse de la consommation ou de l'investissement. On est exactement sur le cycle inverse. Une baisse des taux d'intérêt de la BCE peut provoquer une stimulation de l'économie, mais une baisse de ces taux d'intérêt peut aussi provoquer une hausse de l'inflation, l'un des points que l'Europe décide de contrôler. A l'inverse, si on augmente les taux d'intérêt, et ben dans ce cas, on va baisser les crédits, donc l'argent disponible, baisser la consommation et donc baisser l'investissement. Auquel cas, on va diminuer les achats et donc diminuer le PIB et on va faire baisser la croissance. Le deuxième point qui est en charge de l'Europe. L'Europe se trouve donc pris entre deux feux. Soit on augmente d'un côté avec un risque d'augmenter l'inflation, soit on baisse de l'autre côté avec un risque notamment de perte de production. On fait baisser en tout cas la consommation. Voilà. C'est un petit peu le tiraillement, et c'est ce tiraillement, cette dualité qui oppose donc toutes les directives européennes actuellement. On passe à la suite. Pour la suite, donc un autre document. Il s'agit cette fois du document 9. Alors, le document, je vous laisse, alors il date un petit peu quand même, 6 ans. Je vous laisse le soin de le lire, vous mettez en pause dès que vous avez fini la lecture, on reprend la vidéo. Le document est lu. Question: qu'espère la BCE en décidant de baisser son taux directeur? On l'a vu précédemment, en baissant le taux directeur, on essaye de stimuler l'économie. Donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, espère relancer l'activité économique. Les taux faibles, on vous dit, vont permettre l'emprunt et donc favoriser la consommation et l'investissement. Ce qui, normalement, permettra donc de sortir de la phase de récession. Normalement. Question 15. Comment évoluent les taux d'intérêt immobilier en France? Pour cela, donc, encore une fois, un document. Document 10. Alors, ce document 10, le voici. Je vous laisse lire, vous mettez en pause. Dès que vous avez fini, on reprend. Vous avez lu le document. Maintenant, on peut répondre à la question. Donc, question 15. Comment évoluent les taux d'intérêt immobilier en France? Actuellement, les taux d'intérêt en France sont bas, très bas. Les derniers chiffres font état d'un taux moyen à peu près de 1,25% l'année. C'est un taux, les taux se mesurent généralement à l'année. Alors, ici, on n'était pas sur le document daté de 2014. En 2014, en effet, les taux étaient aux alentours de 2,5%. Maintenant, actuellement, 2020, les taux sont à peu près 1,25% l'an. Probablement les taux les plus bas que l'on ait jamais connus. Question 16, dernière question pour ce point.
Quel effet cela a-t-il pour les ménages français qui souhaitent acheter un logement? Eh bien entendu, les taux sont bas. Si les taux sont bas, vous n'hésitez pas à faire un crédit. Et donc, si vous n'hésitez pas à faire de crédit, vous allez acheter. Donc, quel effet cela a-t-il pour les ménages français? Les ménages français vont vouloir acquérir des biens, vont vouloir acheter des biens. Le problème, c'est qu'on va se retrouver sur le phénomène que l'on avait évoqué précédemment, à savoir que si tout le monde achète le même produit, il y a un moment, le produit ne va plus être disponible, pas en quantité suffisante. Et si le produit n'est pas disponible en quantité suffisante, les prix vont avoir tendance à monter. Loi de l'offre et de la demande. L'offre est plus faible que la demande. Dans ce cas, le prix d'équilibre va s'élever. Donc là, les prix vont augmenter. Le pouvoir d'achat immobilier, ici, on vous dit, a augmenté. À terme, on peut penser que le prix des logements augmente. C'est ce qui se passe actuellement. Les logements sont relativement chers, le coût immobilier est relativement cher, malgré des taux très très faibles. Voilà, c'est la fin de ce grand 2. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir quels sont les rôles de la politique budgétaire. Merci.